La Llorona. Elle marche la nuit le long des rivières et pleure des enfants que nul ne reverra jamais. Certains disent qu'elle n'est qu'une légende, d'autres jurent avoir entendu ses sanglots flotter sur l'eau quand la lune éclaire les berges désertes. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Dans les campagnes mexicaines du XVIe siècle, à une époque où les églises s'élevaient encore entre les champs d'agave et de maïs, un petit village vivait au rythme d'un large fleuve. Autour de lui s'étaient construites des maisons d'adobe et de bois séché, aux toits de chaume. Le fleuve nourrissait le bétail, irriguait les cultures et berçait les enfants. Le vent, lui, apportait l'odeur du maïs brûlé, du cuir mouillé et des bougies de cire qui fumaient dans les foyers. Parmi les villageois vivait Maria, une jeune femme dont la beauté ne passait jamais inaperçue. On disait qu'elle avait le regard sombre et profond des rivières après la pluie. Elle appartenait à une famille simple, issue des métis nés de la colonisation espagnole. Fille d'artisan, elle aidait sa mère à laver le linge sur les berges et préparait chaque dimanche des guirlandes de fleurs pour la procession du village. Elle vivait simplement, sans luxe ni bijoux, mais avec une élégance naturelle qui attirait les regards. Un jour, un cavalier espagnol vint s'installer dans une grande hacienda, non loin du village. Ces vastes domaines agricoles, tenus par les colons les plus riches de la région. Ce noble, dont les archives locales mentionnent parfois le nom de Don Nuño de Montesclaros, descendait d'une riche famille de la région de Mexico. Chaque matin, il longeait le fleuve à cheval, observant les femmes laver le linge et les enfants jouer dans l'eau claire. C'est là qu'il remarqua Maria, à genoux sur les pierres, les bras luisants d'eau et de soleil. Peu à peu, leurs regards se croisèrent. Le cavalier descendit parfois de cheval pour offrir quelques mots, puis il revint jour après jour. La jeune femme, d'abord méfiante, finit par s'attacher à lui. Leur relation resta cachée, mais personne n'était dupe. Dans ce village, les secrets n'existaient pas longtemps. Malgré les murmures, Maria continua de le voir, convaincue qu'il l'épouserait un jour. Les saisons passèrent. Le noble s'éloigna parfois pendant plusieurs semaines, puis revint comme si rien n'avait changé. Maria, elle, demeura fidèle à cet amour, même lorsque la rumeur se fit plus lourde. De leur union naquirent 2 enfants, un garçon et une fille, qui devinrent la lumière de sa maison. Le père ne vint jamais les voir, mais Maria n'en montra rien. Elle les éleva seule, avec la fierté d'une mère qui croit encore aux promesses du cœur. Les années suivantes furent marquées par la routine du fleuve. Le matin, Maria lavait le linge en surveillant ses enfants. Le soir, elle préparait le maïs et rangeait les paniers qu'elle apportait au marché. Ses voisins la saluaient avec bienveillance, mais certains la regardaient avec pitié. Une femme seule, avec 2 enfants métis, était une curiosité dans un Mexique encore gouverné par les codes espagnols. Pourtant, Maria tenait bon. Ses enfants grandissaient, vifs et joyeux, et sa maison sentait la cire et le feu de bois.
Chaque soir, elle les berçait de chansons que sa mère lui avait apprises avant d'aller s'asseoir seule sur le pas de la porte. De là, elle observait le fleuve, espérant toujours y voir apparaître, au loin, le cavalier qu'elle aimait encore. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les collines, une calèche passa sur la route principale. Les sabots résonnèrent sur la pierre et les lanternes éclairèrent la poussière suspendue dans l'air. Maria aperçut un instant la silhouette de Don Nuno, vêtu de clair, aux côtés d'une femme richement habillée. On dit qu'à cet instant, tout ce qu'elle avait cru s'effondra, et les rumeurs se confirmèrent. Il avait épousé une femme de son rang, loin de celle qu'il avait aimée au bord du fleuve. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Le ciel, d'un bleu lavé, semblait nier la lourdeur qui planait sur le village. On entendait encore les cloches de l'église, les cris des enfants sur la place, le bruit familier des sabots sur la terre sèche, mais tout paraissait un peu plus lointain, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Maria ne se montra presque plus. Sa porte resta close, ses lessives suspendues, et ses pas ne résonnèrent plus sur le chemin du fleuve. On disait qu'elle ne mangeait plus, qu'elle restait des heures assise près du foyer éteint, les yeux perdus dans le vide. Les voisines déposaient parfois un peu de maïs ou une jarre d'eau devant sa maison, sans oser frapper. Dans un village aussi petit, le silence d'une seule femme suffisait à inquiéter tout le monde. Chaque soir, le fleuve grossissait légèrement, comme si les pluies récentes lui rendaient sa voix. Les anciens murmuraient qu'il avait un pouvoir propre, qu'il reflétait la colère ou la tristesse de ceux qui vivaient près de lui. Et depuis que Maria s'était renfermée, ses eaux semblaient plus sombres. Un matin, on la vit à nouveau. Elle marchait lentement sur la rive, ses cheveux défaits, sa robe blanche tachée de poussière. Ses enfants la suivaient à distance, dociles, comme s'ils craignaient de la déranger. Plusieurs témoins affirmèrent qu'elle parlait seule, qu'elle levait parfois les yeux vers le ciel avant de pleurer sans bruit. L'un des pêcheurs raconta plus tard qu'elle s'était arrêtée sur une pierre plate, juste au-dessus du courant, et qu'elle était restée là, immobile, jusqu'à la tombée de la nuit. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Certains disaient qu'elle avait perdu la raison, d'autres qu'elle avait été ensorcelée. Les prêtres, eux, évoquaient une âme rongée par le péché et la honte. Le nom du cavalier fut prononcé à demi-mot, toujours avec prudence, comme si son simple souvenir pouvait attirer le malheur. Une nuit, alors que la lune baignait le fleuve d'une lumière froide, Maria sortit de chez elle. Le vent agitait les volets et les chiens se turent d'un coup. Les voisins racontèrent avoir entendu des pas sur les galets, puis le bruit d'un tissu froissé. Elle portait sa robe blanche, celle qu'elle réservait aux processions. Ses enfants marchaient près d'elle, encore vêtus de leurs habits du dimanche. La rivière, cette nuit-là, était étrangement calme. Pas un remous, pas un cri d'oiseau. Certains habitants, éveillés par son passage, virent la femme s'arrêter au bord de l'eau. L'un d'eux
trop effrayé pour intervenir, observa depuis sa fenêtre la scène silencieuse, la mère, les deux enfants, la brume qui se levait autour d'eux, puis plus rien. Le lendemain, la maison était vide, la porte entr'ouverte, le feu éteint, les draps encore humides et le panier de maïs renversé au sol. Le village entier se mobilisa pour les chercher. On descendit le long du fleuve, on fouilla les berges et les roseaux. Les pêcheurs lancèrent leurs filets. Les femmes prièrent à l'église et les hommes appelèrent leur nom dans le vent. Mais on ne retrouva rien. Juste un ruban d'enfant accroché à une branche et le bruit constant du courant. Le village sombra alors dans une inquiétude muette. Les hommes qui participèrent aux recherches revinrent les visages blêmes. Le fleuve, d'ordinaire limpide, avait pris une teinte trouble et une odeur de vase flottait jusqu'aux maisons. Le prêtre du village organisa une messe en mémoire des disparus. Il affirma que Dieu seul pouvait juger une âme perdue et qu'il fallait prier pour que la paix revienne. Pourtant, à la sortie de l'église, les conversations chuchotées se contredisaient déjà. Les uns disaient que Maria s'était donné la mort avec ses enfants, d'autres qu'un démon du fleuve l'avait entraînée dans les profondeurs. Et quand les soirs devinrent plus froids, les portes se fermèrent plus tôt qu'à l'accoutumée. La première apparition fut rapportée par une vieille dame qui lavait le linge. Elle jurait avoir vu, un matin d'aube pâle, une femme vêtue de blanc marcher lentement sur la rive, les pieds nus dans la brume. Ses gestes étaient doux, presque lents, et ses cheveux flottaient comme des algues. La vieille femme l'avait d'abord prise pour une voisine, mais lorsque la silhouette s'était tournée, son visage semblait vide, sans trait distinct, comme effacé par la lumière. Elle avait crié, puis s'était enfuie en abandonnant son panier. Les jours suivants, d'autres témoignages s'ajoutèrent. Des cavaliers égarés sur la route principale, des enfants affirmant avoir vu une femme penchée sur l'eau, un berger retrouvant son troupeau agité sans raison. Tous décrivaient la même figure, robe blanche, longs cheveux sombres, silence pesant. Et à chaque fois, l'apparition disparaissait dès qu'on tentait de s'approcher, avalée par la brume du fleuve. Peu à peu, on commença à dire qu'elle errait à la recherche de ses enfants, que son âme, condamnée par son crime, ne trouverait le repos que lorsqu'elle les retrouverait. Dans les villages voisins, le récit se transmit de bouche en bouche, changeant parfois de détails, mais gardant toujours la même trame. Une mer dévastée, des enfants noyés, un fleuve devenu tombeau. Les anciens la nommèrent alors la Llorona, la femme qui pleure. Le nom se propagea plus vite que le vent. Partout où le fleuve passait, les récits se multipliaient. Certains disaient qu'elle apparaissait pour avertir les parents négligents, d'autres qu'elle venait réclamer les âmes des enfants seuls à la tombée de la nuit. On prétendait qu'elle hurlait quand la lune était haute et que ses cris annonçaient la mort ou le malheur.
Et dans chaque village traversé, les mères prenaient l'habitude d'appeler leurs enfants avant la tombée du soir, avant que la femme en blanc ne les emporte. Les prêtres tentèrent d'expliquer le phénomène, parlant d'hallucinations, de superstitions ou de l'œuvre du démon. Mais rien n'y fit. Même ceux qui n'avaient jamais cru aux histoires du peuple finissaient par éviter le bord de l'eau après la tombée du jour, car les récits avaient une constance troublante, une brume dense, un froid soudain, puis un pleur long et profond, semblable à un souffle. Avec le temps, l'histoire de Maria perdit ses contours humains. Son visage, son nom, sa maison disparurent derrière la légende. Elle devint un symbole de deuil éternel, de faute impossible à racheter. Le fleuve, lui, continua de couler, charriant chaque saison de nouveaux échos, comme si l'eau elle-même pleurait à sa place. Les années passèrent, mais la rumeur de la femme en blanc ne s'éteignit jamais. Le fleuve, silencieux témoin des siècles, semblait garder sa mémoire, parfois paisible, parfois violent. Il portait dans son cours les histoires de ceux qui l'avaient croisé. 3 époques, 3 nuits différentes, et toujours la même plainte, la même silhouette au bord de l'eau. La famille de Santa Lucia, Mexique, 19e siècle. Dans un petit hameau du Yucatan, une famille vivait au bord du fleuve Santa Lucia. Les nuits d'été étaient étouffantes et l'on dormait souvent les fenêtres ouvertes pour laisser passer le vent. Un soir, alors que la chaleur persistait malgré l'obscurité, la mère s'éveilla brusquement. La pièce était froide, bien trop froide pour la saison. Elle se leva, pensa d'abord à un courant d'air, puis entendit ce qu'elle prit pour un sanglot, un son lent, plaintif, comme une respiration blessée. En s'approchant de la fenêtre, elle vit le fleuve couvert d'une brume épaisse. Entre les roseaux, une silhouette blanche se tenait là, immobile, le visage tourné vers l'eau. Les chiens hurlèrent, le vent se leva, emportant un long cri qui se perdit dans la vallée. Au matin, le fleuve était redevenu calme, mais 2 poules furent retrouvées mortes, et les enfants jurèrent avoir entendu quelqu'un murmurer leur prénom pendant la nuit. Le prêtre du village bénit les rives et recommanda de ne plus sortir après la cloche du soir. Depuis cette nuit, les habitants laissèrent chaque année, à la Toussaint, des bougies allumées près de l'eau pour apaiser la Llorona. Le soldat de Veracruz, 18e siècle. Bien avant cela, à l'époque où les colonies espagnoles se battaient encore contre les révoltes, un jeune soldat, stationné près de Veracruz, avait pour tâche de surveiller le passage du fleuve. Les patrouilles se relayaient, mais lui resta seul un soir de tempête. La pluie tombait de rue et les éclairs déchiraient la forêt. Alors qu'il cherchait un abri sous un arbre, il aperçut une femme marcher sur la rive opposée. Elle semblait glisser plus qu'avancer. Le soldat, croyant à une survivante égarée, voulut traverser à cheval. Mais à mesure qu'il approchait, l'eau devint plus agitée et la silhouette s'éloigna,
sans que ses pieds ne paraissent toucher le sol. Pris de panique, il tenta de rebrousser chemin, mais le cheval s'affola et se cabra. Quand il reprit connaissance, le jour se levait, et l'animal gisait mort sur la berge. Dans la boue, des traces de pas minuscules menaient jusqu'à l'eau, puis disparaissaient. Le soldat raconta plus tard avoir entendu, entre deux grondements de tonnerre, une voix pleurer. « Mes enfants, où sont mes enfants ?» Il quitta l'armée quelques mois plus tard et se retira dans un couvent. Le registre des moines mentionne encore un homme tourmenté par la femme des eaux. La fillette du Sorona, XXe siècle. Un siècle plus tard, dans l'état de Sorona, une fillette, du nom d'Alma, vivait non loin d'un canal d'irrigation, construit sur l'ancien lit d'un fleuve. Les anciens disaient que ces travaux avaient dérangé l'esprit de la Llorona, mais les adultes riaient de ces histoires. Une nuit de 1954, Alma, alors âgée de 8 ans, se réveilla en entendant des pleurs. Sa fenêtre donnait sur le canal. La lune s'y reflétait, dessinant un ruban d'argent. Elle crut d'abord que sa mère pleurait, mais la voix venait de dehors, longue, désespérée. La petite s'approcha du rebord. Sur la berge, une femme vêtue de blanc semblait se pencher vers l'eau, comme pour y chercher quelque chose. Le lendemain matin, les vêtements d'Alma furent retrouvés couverts d'humidité. Bien qu'elle n'eût pas quitté sa chambre, elle raconta ce qu'elle avait vu et ses parents, effrayés, quittèrent la région peu après. Des décennies plus tard, le canal fut comblé après plusieurs noyades inexpliquées. Les anciens affirmèrent que la Llorona avait simplement repris ce qui lui appartenait. Ainsi, à travers les siècles, les récits changèrent de lieu, de langue, de témoins, mais la forme demeura la même. Toujours une femme vêtue de blanc, toujours près de l'eau, toujours cette plainte qui s'étire dans la nuit. Partout où le fleuve s'étendait, son écho semblait renaître, et ce, même au-delà des frontières du Mexique. Au tournant du XXe siècle, les routes du nord du Mexique virent passer des milliers de familles cherchant du travail et un avenir plus sûr. Les charrettes s'entassaient sur les pistes poussiéreuses, chargées de meubles, de bétail, d'enfants emmitouflés dans des couvertures. Beaucoup franchirent le Rio Grande pour rejoindre les terres du Texas et du Nouveau-Mexique. Mais avec eux, sans qu'ils le sachent, voyageait aussi l'ombre d'une légende, celle de la Llorona. Certains disaient que la Llorona suivait le courant des rivières, qu'elle ne connaissait ni frontières, ni langue. Où qu'il y eût de l'eau, elle trouvait un chemin. C'est ainsi que son nom traversa les années et s'enracina dans les communautés mexicaines installées de l'autre côté de la frontière. Dans les années 1920, on rapporta à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, l'un des témoignages les plus connus. Une femme, d'origine mexicaine, venue s'installer près du Rio Tesuque, affirma qu'à la tombée de la nuit, ses enfants se mettaient à pleurer sans raison. L'un d'eux prétendait voir une dame en blanc, penchée au-dessus de l'eau, les bras tendus vers eux. La mère, d'abord incrédule, sentit elle aussi une odeur d'humidité
mêlée à celle des bougies, comme si quelqu'un venait de passer tout près. Le fleuve, disait-on, avait gardé le souvenir du Mexique. Dans les décennies suivantes, la Llorona s'installa dans le folklore local. Les familles du Texas, du Colorado et de l'Arizona transmirent l'histoire à leurs enfants, comme une mise en garde. Ne t'approche pas de l'eau après le coucher du soleil. Les récits se mêlèrent aux chansons, aux contes racontés dans les veillées. Même les anglophones commencèrent à la connaître, sans toujours comprendre le sens du nom. On la surnommait The Weeping Woman, la femme qui pleure. À San Antonio, dans les années 1960, un drame vint renforcer la croyance. Une femme disparut avec ses 2 enfants près du pont de la Mission Road, un soir de pluie torrentielle. Les recherches durèrent 3 jours. On retrouva les corps dans la rivière. Depuis, les habitants affirment que certaines nuits, on entend des pleurs monter du pont. Des promeneurs disent avoir vu une femme vêtue de blanc apparaître dans le brouillard avant de s'effacer. Les journaux locaux évoquèrent longtemps cette affaire, sans jamais trancher entre légende et coïncidence. Plus au nord, dans les plaines du Nouveau-Mexique, les hommes parlaient d'une silhouette marchant le long des fossés d'irrigation, juste avant les tempêtes. Les chevaux s'agitaient, les chiens se couchaient la tête entre les pattes. Les plus superstitieux posaient des offrandes, fleurs, jouets, rubans d'enfants, pour apaiser son passage. À chaque génération, un nouveau témoin venait ajouter son histoire, et le mythe grandissait comme une vague lente, impossible à arrêter. Au fil du siècle, la Llorona entra dans les livres, les émissions de radio, les journaux américains fascinés par cette figure étrangère. Certains y voyaient la personnification du remords, d'autres celle de la perte. Mais dans les communautés hispaniques, elle restait ce qu'elle avait toujours été, une mère en peine, condamnée à chercher ses enfants pour l'éternité. Les eaux du Rio Grande, du Pecos et du San Juan se mêlèrent à celles du Mexique, emportant avec elles des fragments d'histoire et des voix venues d'un autre temps. Partout où ces rivières coulaient, les anciens disaient encore « Là où l'eau coule, la Llorona n'est jamais loin ». Encore aujourd'hui, la légende ne s'est pas éteinte, et certaines familles affirment avoir été témoins de phénomènes liés à la Llorona. Voici l'un de ces récits. En 1983, la famille Ortega s'installa dans une petite maison située à la périphérie de Santa Fe. L'endroit, à première vue, n'avait rien d'inquiétant. Une bâtisse claire aux volets turquoise, un jardin bordé d'herbes sèches et, à une centaine de mètres derrière, une rivière étroite appelée l'Arroyo de los Muertos. Le nom, bien que sinistre, ne surprenait personne. Dans la région, presque chaque cours d'eau portait une histoire. Les Ortega cherchaient un nouveau départ. Le père travaillait dans une scierie. La mère donnait des cours à domicile et leurs 2 enfants, Luis et Camila, couraient souvent pieds nus dans la poussière du jardin. L'eau coulait doucement derrière la maison, presque invisible entre les joncs, et seule la rumeur du vent signalait sa présence. L'été s'annonçait chaud et lumineux. Pendant les premières semaines, tout sembla paisible.
Les journées s'étiraient lentement, rythmées par le chant des grillons et les cris des enfants. Puis, une nuit, sans raison apparente, la mère se réveilla en sursaut. Elle avait cru entendre un bruit d'eau, comme une vague contre la berge, bien plus fort que d'ordinaire. Le lendemain, elle remarqua que la nappe phréatique avait gonflé. La rivière, d'habitude tranquille, débordait légèrement sur les racines des arbres. Les jours suivants, la chaleur se fit plus lourde. Les Ortegas évitèrent de sortir en plein midi. Les enfants jouaient dans la maison, dessinant sur les vitres embuées par la condensation. Mais chaque soir, à la même heure, le vent changeait de direction et ramenait avec lui une odeur d'eau stagnante, de terre mouillée et de végétation pourrie. Le père attribua cela à la saison, mais la mère, elle, restait songeuse. Une nuit de juillet, un orage éclata brusquement. La pluie battit le toit de tôle et le tonnerre roula dans les montagnes. Vers 3 heures du matin, un grondement étrange résonna dans la cour, suivi d'un bruit semblable à des pas dans la boue. Au matin, le sol du jardin était couvert de traces fines, comme si de petites mains avaient rampé sur la terre détrempée. Les Ortegas pensèrent à des animaux, peut-être des ratons laveurs, et effacèrent les marques à la pelle. Les semaines passèrent. La rivière ne retrouva jamais tout à fait son calme. Parfois, elle semblait respirer, gonflant sans pluie, puis redevenait mince comme un ruisseau le lendemain. Les enfants commencèrent à se plaindre de ne plus dormir. Ils disaient que la nuit, quelqu'un marchait près de leur fenêtre. La mère, épuisée, plaça un crucifix au-dessus de leur lit et des verres d'eau bénite sur le rebord de la fenêtre. Un soir d'août, alors que le vent s'était levé, la mère sortit ramasser le linge avant la pluie. Elle sentit l'air plus froid qu'à l'accoutumée et s'arrêta net. Au bord de la rivière, derrière les saules, quelque chose bougeait. Une forme pâle, presque translucide, se tenait à demi cachée dans la brume. Le temps sembla suspendu. L'eau cessa de couler. Le vent tomba et pendant quelques secondes, il n'y eut plus rien d'autre que cette silhouette et le bruit régulier de son souffle. Puis, un cri éclata, long et étouffé, déchirant, venu de partout à la fois. La femme rentra précipitamment, ferma la porte et pria jusqu'à l'aube, sans trouver le sommeil. Le lendemain, les oiseaux avaient déserté la cour. L'air semblait plus dense, presque électrique. L'arroyo de los Muertos, d'habitude d'un vert trouble, reflétait à présent un blanc laiteux, comme s'il gardait en lui la lumière de la nuit passée. La mère raconta à son époux ce qu'elle avait vu. Il écouta sans répondre, mais ses gestes devinrent plus nerveux. Il remit à plus tard les réparations prévues, évita la berge et garda les enfants à l'intérieur après le crépuscule. Une semaine plus tard, un incident acheva de briser la routine. Un matin, les Ortegas retrouvèrent la porte arrière grande ouverte, bien que toutes les clés aient été rangées. Sur le seuil, la terre formait une empreinte d'eau, fine, allongée, comme celle d'une robe trempée. La mère se signa, ramassa un chapelet et ferma la maison à double tour.
Le soir même, elle alla chercher le prêtre du quartier. L'homme, habitué à entendre des récits de ce genre, se rendit sur place. Il bénit les murs, répandit de l'eau bénite aux quatre coins et récita des prières. Les Ortega le remercièrent, mais la nuit suivante, le vent se remit à souffler plus fort que jamais. Le crucifix tomba du mur et l'eau bénite laissée sur la table s'évapora en quelques heures. On aurait dit que la maison rejetait tout ce qui pouvait la protéger. Les semaines suivantes furent marquées par des phénomènes de plus en plus dérangeants. Des pleurs lointains que l'on entendait jusque dans les murs, des miroirs embués de l'intérieur, des jouets déplacés pendant la nuit. Un matin, la mère retrouva sur le carrelage du couloir une petite poupée qu'aucun des enfants ne reconnut. Ses vêtements étaient humides et recouverts de minuscules algues vertes. Un soir, à la fin de l'été, c'en était trop. La famille décida de quitter la maison. Le père chargea la camionnette, la mère enveloppa les enfants dans des couvertures, et sans un mot, ils prirent la route. Au moment où ils passaient le pont, une brume s'éleva soudain du lit du fleuve. Dans le rétroviseur, la mère aperçut une dernière fois la silhouette blanche sur la rive, immobile, les bras tendus vers la voiture. Les Ortega ne revinrent jamais. La maison resta vide pendant plus de 10 ans. Quand de nouveaux propriétaires vinrent la visiter, ils la trouvèrent en bon état, mais humide, comme si l'eau ne l'avait jamais quittée. Dans la pièce principale, sur le mur du fond, subsistait une marque pâle, longue et verticale, semblable à une trace de robe séchée. La Llorona était encore présente. De nos jours, la Llorona n'appartient plus seulement aux contes d'autrefois. Elle s'est glissée dans les veillées, les documentaires, les forums d'Internet et jusque dans les murmures des villages endormis. Son histoire a traversé les siècles comme une ombre qui refuse de se dissiper, changeant de visage sans jamais perdre sa voix. Au Mexique, certains lieux semblent encore chargés de sa présence. À Guanajuato, les habitants affirment que certains soirs de pluie, une silhouette blanche traverse encore le vieux pont de pierre. Elle s'arrête toujours au même endroit, là où le fleuve devient plus sombre, avant de disparaître dans la brume. Les témoignages ne s'arrêtent pas aux frontières. Dans le sud du Texas, les services de police reçoivent encore, chaque année, des appels signalant des cris ou des sanglots près des ponts isolés. Dans certains dossiers, les officiers ont noté les mêmes détails: un brouillard épais, une odeur d'eau stagnante et la sensation que l'air devient plus lourd juste avant le bruit des pleurs. Les chercheurs et folkloristes, eux, y voient une survivance du passé colonial. La Llorona serait la mémoire collective des douleurs de tout un peuple, la perte, la honte, la trahison, la maternité brisée, une légende façonnée par la souffrance, devenue symbole de ce que la société refuse de regarder. D'autres affirment qu'elle incarne la frontière mouvante entre la foi et la peur, entre le monde des vivants et celui des disparus. Pourtant, dans les villages, les explications savantes n'ont jamais vraiment effacé la peur. Les mères, encore aujourd'hui, appellent leurs enfants avant le crépuscule. Dans certains foyers,
On laisse un bol d'eau sur le rebord de la fenêtre pour apaiser son âme. Et dans les quartiers anciens, on prétend que les nuits d'orage, quand la pluie bat contre les toits, il suffit d'écouter avec attention pour l'entendre pleurer. Son cri n'est plus tout à fait humain, ni tout à fait divin. C'est un son que le vent porte entre les maisons, entre les siècles. On dit qu'il s'élève à l'instant même où la lune se reflète dans l'eau, comme un souvenir refusant de s'éteindre. Un cri sans mots, plein d'un chagrin éternel. Et sur la rive, où l'on a bâti des ponts, des maisons ou des routes, il reste cette croyance partagée, presque instinctive. Tant qu'il y aura des mères et des enfants, la Llorona pleurera encore. Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour être prévenu, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.